Le Forum de la jeunesse prend à bras le corps le chômage des jeunes en Afrique. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a animé un panel avec les jeunes leaders venus du continent sur le thème. Ensemble, ils ont dégagé des pistes de solutions. La réflexion est aussi menée autour de l'emploi des jeunes ruraux, cas de réussite et de leçons apprises. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ibrahim Djomile, bonsoir également à vous. Bonsoir Anania Alou Traoré. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes là pour nous lire le communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. À votre aise. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification du protocole AP3103 portant coopération en matière d'éducation et de formation entre les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, adopté lors de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Dakar le 31 janvier 2003 dans le cadre de l'harmonisation et de l'uniformisation des programmes du secteur de l'éducation et de la formation dans ces États membres. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté le protocole AP3103 portant coopération en matière d'éducation et de formation. Ce protocole vise entre autres à créer un système fonctionnel permettant de collecter et d'échanger entre les États membres des informations et données relatives aux besoins actuels et futurs en matière d'éducation et de formation, à mettre en place les mécanismes et des cadres institutionnels permettant d'exploiter les ressources afin de produire la main-d'œuvre requise, à formuler et mettre en œuvre les politiques et stratégies qui encouragent la participation du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des autres parties prenantes à l'éducation et à la formation, à promouvoir l'éducation des filles, de leur maintien et leur performance à tous les niveaux des systèmes éducatifs. Pour atteindre ces objectifs, le protocole s'appuie sur les domaines de coopération concernant notamment l'éducation, la formation, la recherche, le développement, la publication et les bibliothèques. La présente ratification est une étape nécessaire pour son entrée en vigueur. 2. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5513 ML signé ici à Bamako le 25 juin 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA relatif au financement du projet de développement des compétences et emploi des jeunes. Le gouvernement de la République du Mali a signé le 25 juin 2014 avec l'Association internationale de développement IDA un accord de prêt d'un montant de 23 300 000 droits de tirage spéciaux, soit 11 milliards 35 346 000 francs CFA environ, et un don d'un montant de 17 400 000 droits de tirage spéciaux, soit 8 milliards 240 988 000 francs CFA environ. Le prêt servira au financement du projet de développement des compétences et l'employabilité des jeunes. Le projet de développement des compétences et emploi des jeunes a pour objet de soutenir l'éducation et la formation pour l'employabilité des jeunes et les possibilités d'emploi qu'offre le secteur privé à la jeunesse du Mali. Ses principales composantes sont l'éducation et la formation pour l'employabilité des jeunes, la création d'emplois pour les jeunes par le secteur privé, le renforcement institutionnel et la gestion de projets. L'accord définit les conditions particulières d'octroi, d'exécution et de remboursement de prêts. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Sur le rapport du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux dans le cadre du projet multinational des routes transfrontalières Côte d'Ivoire, Guinée-Mali, section Zantebougou-Kolondieba, Kadiana, frontière de la Côte d'Ivoire en République du Mali. Dans le cadre de la politique nationale de désenclavement du pays, il est prévu la construction d'une liaison pérenne permettant de relier la route nationale numéro 7 RN7 à partir de Zantebougou à Tingrela, frontière de la Côte d'Ivoire.
L'emprise de la route d'une longueur de 150 km et d'une largeur de 50 mètres en rase campagne et 30 mètres dans les traversées des agglomérations empiète sur des réalisations à caractère immobilier appartenant à des particuliers. Le présent projet de décret qui autorise et déclare d'utilité public les travaux de construction de la route et des aménagements connexes s'inscrit dans le cadre des procédures prévues par le Code domanial et foncier. Son adoption permettra l'expropriation des propriétaires des immeubles touchés et l'exécution des travaux. 2. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'Artisanat et du Tourisme des parcelles de terrain objet du titre foncier numéro 225 du cercle de Tombouctou 6 à Abaradiou, commune urbaine de Tombouctou, du titre foncier numéro 1530 du cercle de Koutiala 6 à Koutiala, commune urbaine de Koutiala. Le présent projet de décret affecte au ministère de l'Artisanat et du Tourisme pour la construction d'un village artisanal et d'un centre artisanal des parcelles de terrain objet des titres fonciers suivant: titre foncier numéro 225 du cercle de Tombouctou d'une contenance de 2 hectares 0 art, 0 centiare, 6 à Abaradiou, commune urbaine de Tombouctou, titre foncier numéro 1530 du cercle de Koutiala d'une contenance de 3 hectares, 94 art, 18 centiares, 6 à Koutiala Coco, commune urbaine de Koutiala. Les centres artisanaux et les villages artisanaux seront des lieux privilégiés de perfectionnement des chefs d'entreprise artisanales et de personnel pour une adaptation régulière aux nouvelles technologies, de valorisation des produits artisanaux en offrant aux artisans de meilleures conditions de production, d'exportation et d'exposition et de vente, d'approvisionnement des artisans en matières premières et de qualité, d'intégration des différents corps de métier et d'amélioration de la productivité par la mise en contact des artisans entre eux d'une part, des artisans et des consommateurs d'autre part. Les chefs du bureau des domaines et du cadastre de Tombouctou et de Koutiala procéderont à l'inscription de la mention d'affectation dans leur livre foncier au profit du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Sur rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant abrogation de l'ordonnance numéro 2013-023 PRM de 3 décembre 2013 portant création du Centre national d'oncologie. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le gouvernement a créé un établissement public à caractère hospitalier dénommé Centre national d'oncologie. Le Centre national d'oncologie a été construit sur le site de l'hôpital du Mali. Le démarrage du centre a rencontré beaucoup de difficultés liées notamment au manque de ressources humaines qualifiées et de matériel adéquat et à l'insuffisance en salle de consultation, d'examen, de scanner et de bunker pour l'hospitalisation des malades de façon autonome. Il est ainsi établi que le centre ne peut pas remplir les missions qui lui sont conférées en tant qu'établissement public à caractère hospitalier. Il est donc envisagé de l'intégrer comme service à l'hôpital du Mali et il s'occupera de l'accueil des patients en consultation externe. Le présent projet d'ordonnance a été élaboré dans ce cadre. Il abroge l'ordonnance numéro 2013-023 PRM du 3 décembre 2013 portant création du Centre national d'oncologie. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, directeur des finances et du matériel, colonel-major Marie Diarra. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a entendu une communication relative aux résultats de la première phase de l'audit de la dette intérieure et son schéma d'appurement. L'audit s'inscrivait dans le cadre de la relance de l'activité économique après la crise sociopolitique et sécuritaire de 2012 qu'a connue notre pays. Il a permis d'identifier des arriérés de paiement sur la période 1995-2012 concernant les dettes fournisseurs, les crédits de TVA, les loyers, les indemnités d'expropriation, les dettes bancaires, les comptes publics à solde débiteur, les droits indûment perçus et les exonérations. Le montant total des dettes fournisseurs s'élève à 19 milliards 95 717 323 francs CFA sur lesquels 26 milliards 269 358 942 francs CFA ont été validés. Le montant restant soit 72 milliards 826
358 381 francs CFA n'a pas été validé à cause de l'irrégularité des documents présentés, de l'absence de support juridique ou simplement de l'absence de preuve de service fait. L'État s'engage à payer les dettes fournisseurs régulières sur une dotation de 20 milliards de francs CFA déjà inscrite dans le budget initial 2014 pour l'appurement des dettes suivant un schéma se présentant comme suit: le paiement intégral de 10 milliards 877 millions 801 396 francs CFA de dettes basées sur des lignes budgétaires, l'application de 40% du décote sur les 15 milliards 391 557 546 francs CFA de dépenses extra-budgétaires qui ramènent le montant à payer à 9 milliards 235 80 838 francs CFA. Dans le cadre de l'application de la décote, un protocole d'accord sera signé entre les créanciers et l'État. Ce protocole fera l'objet d'homologation par les tribunaux compétents. Le montant des crédits fournisseurs de 15 milliards 391 557 546 francs CFA ne reposant sur aucune ligne budgétaire constitue une violation de la réglementation relative à l'exécution du budget et doit être sanctionnée en conséquence. Des actions sont en cours pour identifier et sanctionner les fonctionnaires et agents de l'État coupables de violation de la réglementation budgétaire. Yana Alou Traoré. Merci Ibrahim Djambélé. Merci et bonne suite. Merci. Direction la primature où on vient de tenir tout à l'heure une rencontre d'échange sur l'état d'avancement de la transition de l'analogique vers le numérique. Quelles sont les difficultés de mise en œuvre de la stratégie? Quelles sont les dispositions envisagées pour sa mise en route? Quelques réponses avec le ministre de l'économie numérique, de l'information, de la communication, Mahamadou Kamara. Il est au micro de Mamourou Sidibé. Le Premier ministre nous a réunis aujourd'hui pour échanger sur le projet de transition numérique. Vous savez que notre pays, comme la plupart des pays africains, est soumis à une contrainte technologique. Il devra, au 17 juin 2015 au plus tard, faire le basculement de la télévision analogique vers la télévision numérique. Donc nous sommes venus rencontrer le Premier ministre et lui expliquer un peu comment avancer ce projet, les difficultés que nous rencontrions, l'état d'avancement et surtout les perspectives pour les semaines et les mois à venir. Et par rapport aux difficultés, quelles sont les grandes lignes qui ont été dégagées? Très honnêtement, il n'y a pas de grandes difficultés. Il y a des points administratifs que nous sommes en train de régler. Mais le gros défi que nous avons, c'est la communication et la sensibilisation du grand public pour que nos compatriotes comprennent de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est l'analogique, pourquoi on fait le passage vers le numérique. Deuxièmement, comment ils font pour être adaptés, être au rendez-vous du numérique en 2015. La télé, une nouvelle télévision numérique, ou bien l'ancienne télé avec un décodeur et une antenne. Voilà, donc dans les jours qui viennent, à partir de demain même et dans les semaines à venir, nous allons intensifier la communication dans les langues nationales. Nous allons aussi mettre en place une communication de proximité afin d'aller au-devant des Maliens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'enjeu et comment il faut faire pour être au rendez-vous du numérique. Les travaux du Forum de la jeunesse se poursuivent au CICB. Hier, lors de l'ouverture, le président de la République a animé un panel avec les jeunes. La thématique de l'événement, le chômage des jeunes en Afrique et la situation actuelle au nord du Mali, largement débattue. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi abordé avec les jeunes leaders venus du continent d'autres sujets relatifs à l'équipement de l'armée malienne. Ibrahim Traoré, reportage. En marge de la cérémonie d'ouverture du Forum international de la jeunesse, le président de la République s'est prêté aux questions des jeunes leaders africains. Le panel a duré un peu plus de 2 heures. Plusieurs sujets sont évoqués dans les échanges. Outre la thématique de l'événement, à savoir paix et sécurité au Sahel, les participants ont voulu en savoir davantage sur la gestion particulière de la crise au nord du Mali et surtout l'équipement et la formation de l'armée malienne. Nous sommes en devoir et en mission de corriger cela et nous le ferons quoi qu'il advienne. Ce n'est pas une tâche aisée. Là encore, nos amis nous aident. Il y a une mission qui s'appelle l'European Union Training Mission, EUTM, qui est à pied d'œuvre pour nous former des bataillons. Quand on forme des bataillons, dans le dénuement où nous nous trouvons, hélas, il faut aider à l'équipement. Quand on ne le fait pas, mais que nos amis acceptent que nous le fassions.
même si ce faisant, des erreurs sont commises, l'essentiel n'est pas là. N'est pas lâcher la proie pour l'ombre. Que l'on sache pourquoi tel acte est posé par le gouvernement. Quel est l'objet? Il s'agit d'une outil de défense adéquat pour un pays en danger. Les jeunes ont aussi insisté sur les stratégies développées par les différents États pour faire face au chômage. Sur la question, le chef de l'État annonce son vaste chantier au Mali. 35 000 emplois à peu près ont été créés depuis le mois de septembre dernier. Ce n'est pas peu. On ne crie pas sur les toits, mais c'est une réalité. Emplois publics et privés. Il reste que près de 90 000 jeunes diplômés, aujourd'hui encore, cherchent à s'insérer. Nous nous battons de toutes nos forces pour faire en sorte que les différents chantiers qui sont incontournables dans un pays comme le nôtre, tout est à faire, où nous avons d'immenses besoins en infrastructure pour pouvoir avoir une base de départ, une base de décollage. Tous ces chantiers-là seront des opportunités d'emploi. Nous avons également, pour ce qui nous concerne, un autre champ. C'est le cas de le dire. Pour moi, c'est l'or vert qui serait la teneur la plus forte pour le Mali. L'Office du Niger nous donne toutes les possibilités de développement agricole soutenu, durable et fabuleux. Il nous faudra des jeunes qualifiés et que vous sachiez que la terre nourrit son homme. Dans ce ordre d'idée-là, le souci qui est le nôtre, de créer des centres de formation professionnelle à hauteur de souhait. L'exercice est apprécié par la jeunesse africaine. Bamako donne ainsi un coup de fouet aux initiatives des jeunes engagés à relever les défis du moment. Nous organisons des rencontres périodiques avec les jeunes des départements, des villages, parce que c'est des jeunes reculés qui n'ont pas d'informations nécessaires qui sont exploités par ces mouvements de terreur. Et nous pensons qu'à travers l'information, l'implication de la jeunesse d'une manière générale, nous pourrions arriver à renverser la tendance. Le message que nous souhaiterons faire passer, c'est ce message d'une jeunesse qui est debout. Une jeunesse africaine qui est consciente des enjeux sécuritaires, des enjeux de développement de l'Afrique. L'objectif majeur de la participation de l'Institut Amadeus est justement de pouvoir partager l'expérience de notre centre de recherche. La jeunesse en tant que porte-voix des enjeux de notre temps, c'est un élément fondamental, contemporain, qu'on doit prendre en compte. Ce forum international regroupe plus de 300 jeunes africains. Au terme de leurs travaux, ils entendent rendre public un document intitulé « L'appel de Bamako ». À suivre après ce journal, l'adresse du président de la République à la jeunesse. C'était à l'ouverture du Forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité au Sahel. Autre sujet au cœur des débats du forum, l'emploi des jeunes ruraux. Cas de réussite et de leçons apprises. Les panélistes ont exposé et ont convenu que l'emploi jeune n'est possible, surtout en milieu rural, que si les États mettent l'accent sur la formation qualifiante et adaptée aux besoins du secteur agricole. Boubacar Sissoko nous en dit plus. Ce 5e panel du Forum des jeunes traite d'une question transversale. Il s'agit de l'initiative d'emploi des jeunes en milieu rural, cas de réussite et de leçons apprises. Malgré les difficultés, certaines expériences ont fait cas d'école en matière de création d'emplois jeunes au niveau du monde rural. Le cas de réussite chez nous, c'est un projet à vocation communale dans lequel 1000 hectares seront aménagés, dont 200 jeunes vont travailler et 60 femmes vont travailler. Tous les panélistes qui ont exposé ont convenu que la formation qualifiante adaptée est la seule solution pour créer des emplois en faveur de la jeunesse rurale. Les États sahéliens doivent investir davantage dans l'agriculture pour inciter les jeunes à retourner à la terre. Il y a l'Office du Niger qui a quand même des terres aménagées, n'est-ce pas? Et il s'agit tout simplement de voir dans quelle mesure renforcer les dispositifs d'accompagnement des jeunes qui s'engagent dans l'agriculture. Le défi qui se pose à la jeunesse rurale est la difficulté d'accès à la terre et au crédit. Les autorités maliennes et les partenaires au développement ont initié plusieurs projets pour juguler ces difficultés.
Nous avons l'appui des partenaires, ça me paraît aussi une opportunité à saisir pour les jeunes qui souhaitent s'installer en milieu rural. Pour le procès, c'est 63 millions de dollars qu'on est en train de mobiliser. Donc on parle de 31,5 milliards de francs CFA. C'est un énorme programme qui va couvrir l'ensemble des régions. On va travailler à la fois sur l'auto-emploi, mais aussi le développement des micro, petites et moyennes entreprises pour booster l'emploi. L'économie des pays du Sahel repose en grande partie sur le monde rural. Il est donc louable de créer des opportunités dans ce secteur au bénéfice de la jeunesse rurale. À partir de demain s'ouvre dans notre capitale, et c'est là pour 3 jours, une autre rencontre de haut niveau. Il s'agit du Forum national sur l'orpaillage. Comment parvenir donc à la pratique d'un orpaillage responsable? La question sera au centre du forum qui réunira tous les acteurs de la filière. Ils vont débattre des voies et moyens d'améliorer cette pratique séculaire. Alustin Touré nous donne un avant-goût de ces assises. Par orpaillage, il faut entendre l'exploitation traditionnelle de l'or. La pratique de cette activité au Mali remonte à la nuit des temps. Pourtant, ces dernières années, elle connaît une ampleur inégalée. Aussi, les conséquences socio-économiques et environnementales restent inquiétantes. Quand les populations se retrouvent autour d'un site, pratiquement on sent une dégradation intense du sol, des champs de culture, avec son choléra de phénomènes dangereux pour les foyers même, parce qu'il y a beaucoup de ménages dont les femmes sont retrouvées dans cette activité-là. Les femmes ont quitté leur mari et les foyers sont disloqués. Le cercle de Kéyéba est une zone d'orpaillage et cela a une incidence très sérieuse sur la fréquentation des élèves et également sur la mobilité du personnel enseignant, la stabilité même du personnel enseignant. Nous avons constaté dans certaines écoles des taux d'absence qui vont jusqu'à 40%. Face à la persistance du phénomène, les autorités du pays n'ont eu de cesse de penser à en réduire les impacts négatifs. D'où l'idée d'un forum pour mettre à plat toute la réglementation. L'orpaillage, c'est une activité qui est exercée depuis les temps immémoriaux dans nos sociétés. C'est une pratique qui est très très ancienne, qui vraiment dans son cadre légal se passait vraiment en respectant toutes les règles coutumières, les législations en vigueur. Ces derniers temps, nous avons vu que compte tenu même de l'évolution de cette activité, qu'il y a eu des dérapages, cela a amené beaucoup de difficultés, d'où vraiment l'opportunité d'organiser ce forum pour réunir tous les acteurs, pour que nous puissions quand même discuter de l'enjeu de cette activité par rapport à son développement, par rapport à son épanouissement. Aussi, les pertes fiscales pour l'État seront considérablement réduites. Au vu du nombre et de la qualité des participants, l'espoir est permis de voir l'orpaillage s'engager sur une voie, celle de la rentabilisation et de l'assainissement. Voilà, le forum s'ouvre demain. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et African Job Solutions Mali donne eux déjà une piste de solution à l'emploi et à la formation professionnelle de qualité dans les secteurs des mines, de l'électricité et de l'électromécanique au Mali. Les deux parties ont signé hier après-midi une convention cadre de partenariat pour une durée de 5 ans. Tchemoro Savara, les détails. À travers cette signature, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et African Job Solutions Mali s'engage à coopérer dans les domaines des mines, de l'électromécanique, de l'électricité, de la technologie hospitalière, la menuiserie, l'agronomie, la télécommunications et l'énergie. La convention cadre de partenariat ainsi signée par les deux parties a une durée de 5 ans. African Job Solutions Mali entend faire profiter les jeunes Maliens d'une formation de qualité et qualifiante. Nous sommes partis d'un constat, généralement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a un déficit du personnel intermédiaire qualifié. C'est-à-dire quand vous regardez la pyramide en fait de l'emploi, nous avons ce qu'on appelle les cadres, les maîtrisards et les ingénieurs. Et généralement, en Afrique de l'Ouest, on met l'accent sur la formation classique universitaire. Donc, former aujourd'hui des jeunes Maliens dans ce secteur
c'est pour leur assurer un avenir meilleur, d'être sûr qu'au bout de leur formation, ils vont trouver le boulot. Pour le ministre en charge de l'emploi, cette convention est une opportunité pour notre pays, surtout pour son secteur minier dont le développement est prometteur, mais qui manque aujourd'hui de ressources humaines de qualité interne et de quantité. On retient de la signature de cet accord de cadre de partenariat la possibilité pour le Mali de bénéficier de la mise en place des centres de formation professionnelle modernes, centres qui vont nous permettre de former des Maliens au métier des mines par exemple. Et en plus, nous pouvons former, au-delà du Mali, nous pouvons former aussi pour le reste de la sous-région. Le défi pour nous est que très souvent il y a des emplois qu'on ne peut pas accorder à des Maliens simplement parce qu'ils n'ont pas la compétence pour les occuper. Donc avec cet accord cadre-là, nous pourrions pallier cette situation. Selon Mamadou Demba de African Job Solutions, la mise en œuvre de la présente convention peut intervenir dans un bref délai. Les parties concluront des conventions spécifiques. African Job Solutions est un cabinet spécialisé dans la mise à disposition du personnel bien formé. Il est présent au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Une autre signature de convention de partenariat, elle se fait entre le ministère du Développement rural et l'ONG Swiss Contact. La convention porte sur le renforcement des capacités de la cellule en charge de l'entrepreneuriat rural. Le reportage de Ibrahima Choukari. Le gouvernement ambitionne de promouvoir l'entrepreneuriat jeune, notamment dans le milieu rural. La convention de collaboration qui vient d'être signée s'inscrit dans cette vision. La loi d'orientation reconnaît deux types d'exploitation agricole, l'exploitation agricole familiale et l'entreprise agricole. Donc pour pouvoir faire la promotion, il va falloir mettre un dispositif en place qui doit travailler avec les jeunes en milieu rural, non seulement pour créer des emplois, mais pour aussi œuvrer dans le sens de la modernisation du secteur de développement rural. Une bonne nouvelle pour la jeunesse rurale, car elle constitue la première cible des activités prévues par cette collaboration entre Swiss Contact et le ministère du Développement rural. Nous venons de lancer tout récemment 2 centres pilotes de prestations à Baguinda et nous voulons mettre au titre de la campagne 2014-2015 une vingtaine de centres. Et sur toute l'étendue du territoire, on va aller entre 1500 à 2000 centres de prestations. Au-delà de ça, il y a des entreprises aussi qu'il faut vraiment soutenir pour que les uns et les autres s'installent dans les chaînes de valeur pour la transformation, la conservation, le stockage et la mise en marché de nos productions agricoles. On a défini un certain nombre d'axes qui sont l'appui aux collaborateurs de la cellule pour des programmes de formation, qui sont l'appui aux centres de formation qui seront créés doit être créé pour la promotion de l'entrepreneuriat rural et bien sûr l'appui des jeunes entrepreneurs puisque c'est un programme qui s'adresse à des jeunes. Maintenant, les activités concrètes, nous attendons des propositions de la cellule et sur la base de ce programme d'activité, de ce plan d'action, nous définirons un budget et un chronogramme pour voir quel type d'activité nous allons financer dans le cadre de nos 2 programmes et à quelle période. La réalisation concrète de ce protocole d'accord permettra sans doute de promouvoir l'entrepreneuriat et cela pour le bonheur de la jeunesse rurale du Mali. Premier du genre ici au Mali, une exposition de produits indonésiens au Mali s'est déroulée dans notre capitale. Outre l'huile de palme, l'Indonésie est producteur de pétrole et de millions d'articles manufacturés. La journée et les échanges ont été présidés par le directeur de l'APEX, représentant le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté. Le compte-rendu de Moïse Traoré. La représentation diplomatique indonésienne et les opérateurs économiques maliens entendent intensifier les échanges entre Jakarta et Bamako. Premier exportateur mondial d'huile de palme, l'Indonésie produit également du pétrole et plusieurs millions d'articles manufacturés. L'Indonésie demeure un partenaire mineur de votre pays avec des enjeux évalués globalement à quelques 50 millions de dollars américains. La balance commerciale entre nos 2 pays est en faveur de votre pays. Ça fait environ
$35 millions américains. Cette première exposition de produits indonésiens est une invite des opérateurs économiques maliens à la foire industrielle et agricole qui aura lieu à Jakarta du 8 au 12 octobre prochain. La Chambre de commerce s'engage au-delà de cet événement à explorer avec vous toutes les voies possibles pour développer nos échanges, pour aller au-delà de la vente de marchandises, pour essayer de promouvoir des partenariats féconds entre Indonésiens et Maliens en vue d'installer au Mali des unités de production de produits qui satisfassent la demande au Mali. Au nom du ministre du Commerce, le directeur général de l'APEX, Abdoulaye Sanogo, a sollicité la participation des exportateurs indonésiens à la FEBAC de Bamako courant janvier 2015. L'Indonésie compte 242 millions d'habitants, dont 90% de musulmans. Une mission de la Banque mondiale était en visite de terrain. La délégation s'est rendue successivement à Zanthiebougou, Koumantou et Niena pour visiter les centrales électriques hybrides qui fonctionnent à la fois au diesel et grâce à des panneaux solaires. Mahamadou Doumbia, Aliou Touré nous fait découvrir cette révolution électrique. Avec une démographie galopante au Mali, la consommation d'énergie est de plus en plus forte. Contrairement à la capitale et au chef-lieu de région, beaucoup de communes souffrent du manque d'électricité. Grâce au projet d'électrification réalisé par la Société des services décentralisés Yerenkura, un système hybride est actuellement construit et adapté à des communes comme Zanthiebougou, Koumantou et Niena. Il est le fruit du partenariat entre l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale et la Société des services décentralisés Yerenkura de Koutiala. Aujourd'hui, on a 229 abonnés ici avec l'éclairage public et on espère avoir d'ici 5 ans les 728 clients. On a un paiement par comptage comme à Bamako, donc ce que les clients consomment, c'est ce qu'ils payent. Ce nouveau système hybride est bien apprécié par les populations. Avec des centrales solaires de 50 kW et des groupes électrogènes de 100 kW, la demande se fait de plus en plus forte. Je demande toujours à sensibiliser la population. On ne peut pas vivre sans l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous faut encore de nouveaux financements, nécessairement de nouveaux financements pour pouvoir faire des extensions, mais de telle façon qu'on arrive à prendre mais totalement en charge le besoin de la population et que l'on arrive à brancher encore de nouveaux mes abonnés, parce que le besoin dans ces villages de Niena, on a 400 abonnés. Aujourd'hui, je dirais que la réalité voudrait qu'on puisse en avoir au moins 800. Dans ces différentes localités, l'électricité est fournie de 9h à 12h. Autre visite de terrain menée cette fois-ci par une mission conjointe tenue d'un projet amélioré des capacités d'adaptation et de résilience face au changement climatique. C'était dans certains villages de la commune de Sinzana. L'objectif de cette mission était de s'enquérir de l'expérience pilote des parcelles de démonstration agricole réalisées pour une meilleure adaptation des agriculteurs aux effets de changement climatique. Le reportage de Fousseini Samaki. Des parcelles de 1000 torognons au niébé fourragé et niébé graines, en passant par l'arachide 4710 et la plantation d'arbres, les responsables du projet améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique et ceux du PNUD ont apprécié l'appropriation des techniques culturelles par les paysans. Ils ont échangé avec les acteurs de l'agriculture sur l'intégration du changement climatique dans la politique agricole au Mali. Au total, 60 parcelles de démonstration sont expérimentées dans 32 villages de la commune de Sinzana par les projets. On a une certaine satisfaction parce que les paysans collaborateurs ont maîtrisé, n'est-ce pas, et utilisé les différents itinéraires techniques qui ont été édictés par le projet. Les itinéraires techniques ont été maîtrisés et utilisés à 100%. Je suis contente de voir que les technologies que nous voulons promouvoir en termes d'approche, en termes d'intrants, en termes de supervision ont permis surtout d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Moi, je suis très très contente de l'implication des services techniques de la mairie pour accompagner ces producteurs et productrices. Cette initiative s'inscrit dans la recherche de la réduction des risques d'insécurité alimentaire dus au changement climatique. Aussi,
3 groupements féminins ont bénéficié d'équipements agricoles complets composés de charrues, baies de labour, charrettes et ânes. Près de 800 millions de francs CFA seront investis dans 101 villages et fractions dans les régions de Gao et Tombouctou en 2013 et 2015, et ceci à la faveur du programme de lutte contre l'assablement du bassin du Niger. Une mission de supervision régionale s'est rendue dans la région de Gao du 6 au 11 septembre dernier pour constater son évolution, nous précise Drissa Kone. Le programme de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, PLCEBN, couvre 101 villages et fractions des régions de Gao et de Tombouctou. L'approche participative mise en place par l'autorité du bassin du Niger implique davantage les bénéficiaires dans la gestion du projet. Ainsi, sur chaque hectare de 752 de fixation des dunes, les 75% reviennent aux travailleurs, 15% pour la pérennisation des acquis et 10% sont investis dans les activités de développement social. Un système bien apprécié des communautés. Nous gagnons beaucoup. Il y a dans les sommes que nous gagnons, il y a des retenues que nous faisons pour les gardiennages, des retenues que nous faisons pour la construction des classes de nos écoles. À travers ma bouquière, mes animaux broutent, les animaux des populations broutent. Je gagne au moins 300 à 350 000 francs annuels et je donne à qui? C'est suite à la réussite de la phase test que l'ABN, à travers un financement de l'UEMOA, a engagé la somme de 768 755 000 francs CFA pour accompagner les populations dans la consolidation des acquis. Avec cette mission de supervision, d'autres chantiers ne sont pas à exclure. Nous pensons que leur courage mérite d'être dit ici et nous allons faire tout pour faire l'écho auprès des autorités de l'autorité du bassin du Niger, ainsi qu'auprès des États et des partenaires, pour que des fonds supplémentaires soient recherchés afin de développer ce programme. Tous mes remerciements et toutes mes félicitations aux populations, parce que les populations, ils ont fait les yeux avec nous parce qu'ils nous ont cru. Le programme de lutte contre l'assablement du bassin du Niger couvre 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'ABN a été créé en 1964 et son siège est à Niamey, au Niger. Lancement du projet appui à la commercialisation collective des céréales dans le cercle de Diré et Goundam en 6e région, financé à hauteur de 246 millions de francs CFA grâce à la cellule de gestion du Fonds commun de développement. Le projet dure 3 ans. Al-Mouzer Al-Kanissa Yatara nous fait le point. Cette cérémonie marque le lancement du projet appui à la commercialisation collective des céréales dans les cercles de Diré et Goundam en 6e région. Les bénéficiaires de ce projet viennent de recevoir 5 motopompes et 2 batteuses, plus une subvention d'environ 208 millions de francs CFA grâce à la cellule de gestion du Fonds commun de développement. Depuis le départ de PASSEN, c'est la première fois dans l'histoire de notre organisation de bénéficier d'une subvention. Au-delà des équipements, la subvention des FCD permettra l'organisation d'assurer son fonctionnement normal sans inquiétude pendant 3 ans. Les objectifs visés sont l'augmentation de la production et de la productivité du blé et du riz, la contribution à la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des populations cibles. Ce nouveau projet permettra d'accroître la productivité agricole du blé et du riz dans les cercles concernés. Un mot de sport, le premier vice-président de la Fédération internationale de basketball, FIBA Monde, notre compatriote Amanyang, a regagné Bamako hier en provenance de Madrid. Il a assisté en Espagne au championnat du monde de basketball masculin que l'Espagne a abrité du 30 août au 14 septembre en Espagne. Nous l'écoutons à son arrivée au micro de Mamoutou Dante. Nous voulons créer une vraie communauté de basketball en Afrique. Une communauté élargie, solide et très forte. Nous sommes engagés également à accompagner les fédérations nationales pour qu'il y ait moins de déphasage entre l'évolution de FIBA
et les fédérations nationales. On souhaite qu'au bout de 5 ans, qu'on puisse avoir en Afrique des fédérations dignes de ce nom, avec de véritables administrations autour et qui puissent répondre en fait aux normes internationales. Pour la première fois dans notre histoire, nous avons eu la NBA qui est devenue membre de FIBA. Ça veut dire en clair qu'il n'y aura plus 2 pistes, il y aura toujours une seule piste, une seule FIBA. Et autour de la table, c'est tous les tenants et les aboutissants du basketball qui vont, en tout cas, les autres années à venir, bien travailler ensemble pour rehausser encore le basketball. On espère que, en tout cas, les JO dans les années à venir, que le 3 contre 3 du basketball soit aussi une discipline acceptée par le comité olympique international. Cette élection est dédiée à mon pays, le Mali, et l'Afrique. Et bien sûr, toute la filière du basketball mondial. Vive le basketball! Oui, vive le basketball. Voilà, c'est la fin de cette édition. La météo tout à l'heure avec Aïssata Kamara. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Grand merci à nos téléspectateurs d'Espagne. Bonsoir à tous.